Voilà, on va commencer. Merci d'être si nombreux à la procure pour recevoir Alain Finkielkraut. À chaque fois qu'Alain Finkielkraut vient à la procure, elle est trop petite. Alors, vous êtes nombreux à être debout, mais voilà, c'est la loi du genre, on ne peut pas pousser toutes les tables comme ça. Voilà, je vais demander à Olivier qui me répare cette chaise, parce que là, je crois que je ne vais pas finir la séance. Voilà, nous sommes très heureux de recevoir Alain Finkielkraut pour son nouveau livre chez Stock, Et si l'amour durait. Vous étiez venu parler de Un cœur intelligent à sa sortie, qui est ressorti en poche, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu. C'est un livre indispensable. Et puis, voilà, vous avez une gerbe de livres qui doivent être par là, qui sont les livres donc, dont Alain Finkielkraut parle dans Et si l'amour durait. 4 études sur 4 textes littéraires de notoriété, je dirais, inégale, parce que je pense que beaucoup de monde a lu La Princesse de Clèves. Ceux qui ne l'avaient pas lu il y a quelques années l'ont lu récemment pour des raisons qu'on ne commentera pas. Donc c'est plutôt très bien pour la jeunesse, tout ça. Bergman, il n'est peut-être pas évident que tout le monde ait lu le texte de Bergman dont vous parlez, même ceux qui ont vu ces films. Philippe Roth, beaucoup ont lu La Tâche, mais peut-être pas non plus le texte que vous mentionnez. Et Milan Kundera, les œuvres de Kundera. Voilà, certains d'entre vous, je pense, ont parcouru son œuvre. Alors, la première question que je voudrais vous poser, Alain Finkielkraut, c'est de savoir, finalement, autour de ce thème de l'amour, qu'est-ce qui a présidé au choix de ces 4 livres que vous nouez dans une gerbe, ensemble, là, pour évoquer cette question de la durée de l'amour. Comment c'est venu et pourquoi ces 4 livres et pas d'autres? Avez-vous pensé à d'autres? Qu'est-ce qui s'est imposé à vous? Je suis moi-même très content de me retrouver à la procure. J'y viens souvent pour y faire mes emplettes ou simplement pour faire un tour, notamment dans les rayons de patristique qui me fascinent toujours. Et donc voilà, c'est une librairie à laquelle je suis très attaché. Et c'est pourquoi j'ai en effet accepté votre invitation. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ce n'est pas la première fois que j'écris sur l'amour. Je n'ai pas de projet général. J'avance en tâtonnant de livre en livre. Chaque fois que j'en termine un, j'ai le sentiment très fort et très angoissant que c'est le dernier. Mais évidemment, si je regarde en arrière, je constate que c'est la 3e fois que j'explore cette question dans un livre. La première fois, c'était au tout début, pour moi, de ma carrière d'écrivain, puisque c'est même le premier livre que j'ai écrit avec Pascal Bruckner, Le Nouveau Désordre amoureux. Nous avons écrit ce livre en 75, 76, et il est sorti, si je me souviens bien, en 1977. C'était l'époque enivrante de la libération, voire, disait-on, de la révolution sexuelle. Nous étions partie prenante de ce mouvement. Nous avions 27 ou 28 ans à l'époque, et en même temps, quelque chose dans ce militantisme de la sexualité nous gênait. Nous ne nous y reconnaissions pas complètement. Et notamment
nous étions hostiles à l'idée selon laquelle l'amour n'était qu'un cache-sexe, en quelque sorte, qu'une sublimation du désir, ou qu'une forme de possessivité. Car à l'époque, il s'agissait de libérer le désir de toutes les contraintes qui pouvaient peser sur lui, des contraintes et des conventions, et parmi ces contraintes, il y avait aussi la possessivité ou la sublimation amoureuse. Quelque chose nous déplaisait dans ce discours, dans sa radicalité, dans sa simplicité, et nous avons voulu, en quelque sorte, c'était l'un de nos projets, il y en avait d'autres, mais l'un de nos projets, c'était rendre justice à l'amour, lui restituer sa dignité ontologique. Il n'était pas une construction imaginaire, d'où effectivement ce chapitre sur la formule « je t'aime », dans lequel nous, au fond, nous retrouvions à notre manière, encore très hésitante, une intuition d'Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas écrivant « La relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité. La socialité est meilleure que la fusion. » Nous nous insurgions non seulement contre l'amour, contre l'idée de l'amour comme sublimation, mais aussi contre une représentation fusionnelle de l'amour, d'ailleurs aussi bien que du désir. L'amour nous apparaissait, et le désir, comme l'exploration émerveillée d'une dualité insurmontable. Donc c'était la première approche. Et puis, ensuite, quelques années plus tard, prenant mon courage à deux mains, j'ai essayé de commenter l'œuvre de Levinas dans un livre intitulé « La sagesse de l'amour ». Parce que j'avais découvert Levinas, justement, peu de temps avant d'écrire Le nouveau désordre amoureux. J'avais lu Le cœur battant, totalité infinie, et j'avais fait, en lisant ce livre, un contresens délibéré. Autrement dit, Levinas explore dans ce livre, comme dans d'autres, la relation éthique, et j'avais lu sa phénoménologie de l'éthique comme une phénoménologie de la relation amoureuse. Mais ce contresens, Levinas y invite. Il nous parle d'éthique et simultanément, il nous parle d'amour. Donc, c'est encore, c'est à partir de ce contresens délibéré que j'ai écrit La sagesse de l'amour. Et puis, longtemps après, c'est-à-dire maintenant, j'ai voulu revenir. Je dois me rendre compte que ces questions me hantent, que je n'en ai pas fini avec l'amour, mais plutôt que de répéter ce que j'avais écrit, eh bien, je me suis posé la question de la durée dans l'amour. Le renoncement à la durée marque une époque du monde, dit Valéry, et un peu plus loin, nous sommes entrés dans l'ère du provisoire. Et il est vrai que, au fond, aujourd'hui, les engagements ne nous engagent plus,
nous nous sommes libérés de toutes les contraintes, y compris celles que pouvaient faire peser sur nous nos propres promesses. Et l'amour est affecté par cette nouvelle situation. Nous vivons l'ère des amours provisoires, sauf que la déclaration d'amour est une déclaration d'éternité. On ne peut pas dire je t'aime sans dire je t'aimerai. Ce sentiment est, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime sous la forme d'un serment et pas simplement d'une pure exclamation. Et nous savons bien que si nous renoncions totalement à la durée en amour, alors nous ferions de l'amour un avatar sentimental de la consommation, et nous n'y sommes pas tout à fait prêts. Donc c'est cette question de la durée dans l'amour que j'ai voulu explorer. Le livre qui s'est imposé à moi, c'est évidemment La Princesse de Clèves, puisque c'est son thème, ou en tout cas son thème final. Parce que c'est le sens du renoncement, du renoncement de La Princesse de Clèves, mais nous y arriverons tout à l'heure. Et puis, ensuite, j'ai choisi des livres dans lesquels l'amour se trouvait en but avec lui-même. Innombrables sont les romans qui nous parlent du différent de l'amour et de l'ordre matrimonial, de l'ordre social. Mais qu'en est-il de l'amour quand cet ordre a été vaincu, quand c'est lui qui fait la loi? Eh bien, dans les meilleures intentions de Bergman, l'amour fait déjà la loi. Et en même temps, il s'effondre. Pourquoi? Et puis, dans Le Professeur de désir, a fortiori, et puis dans l'œuvre de Mylène Kundera. Merci beaucoup. Alors, vous évoquiez à l'instant cet amour provisoire, cette manière de se sentir délié de tout engagement, y compris des propres promesses que l'on a pu prononcer. Si on fait un recul historique, qui va d'ailleurs nous conduire rapidement à parler de La Princesse de Clèves, est-ce que vous sauriez dater un moment dans la société, un moment dans l'histoire où les choses basculent? Car quand on lit La Princesse de Clèves, me semble-t-il, on s'aperçoit que déjà il y a cette très partagée, en tout cas dans une partie de la société, cette conception d'un amour provisoire où les promesses sont facilement déliées. Est-ce que, pour employer des gros mots, c'est quelque chose qui vous paraît ressortir à l'histoire de ce qu'on appelle la modernité, ou au contraire de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus long, avec un temps beaucoup plus long dans l'humanité? Le mariage d'amour est la grande conquête des modernes. Pour autant, ils n'ont pas découvert l'amour. Nous sommes modernes, mais nous ne sommes pas seulement cela. La littérature nous le rappelle sans cesse. S'il y a littérature, c'est bien parce que il y a des problèmes éternels. Nous sommes des êtres historiques, mais si nous étions seulement des êtres historiques, alors la littérature n'aurait pas sa place. Le passé ne serait composé que de documents. Donc, la littérature, au moins, nous rappelle, oui, nous pouvons communiquer avec d'autres hommes par-delà les époques. Dans l'espace de la littérature, l'homme est contemporain de l'homme, on pourrait dire. Cela, il faut toujours s'en souvenir. Mais nous avons en effet
instauré comme règle fondamentale le mariage d'amour, et c'est une conquête assez récente. C'est la conquête du romantisme et du post-romantisme. Alors, simplement, la princesse de Clèves se déroule à une époque où le mariage d'amour était l'exception. La règle, c'était l'arrangement. Mais précisément, la princesse de Clèves est déjà un roman moderne, puisque, à la fin du livre, les obstacles qui s'interposaient entre Monsieur de Nemours et la princesse de Clèves sont tombés les uns après les autres. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un mariage d'amour. Ils cèdent éperdument. Monsieur de Clèves est mort. La société ne sera pas hostile à leur union, et c'est elle qui dit non. Et ce renoncement fait tout le mystère de la princesse de Clèves. Pourquoi dit-elle non? Qu'est-ce qui lui prend? Et les lecteurs contemporains sont pour la plupart agacés par ce renoncement, exaspérés même. Ils le trouvent extravagant, et ils peuvent avoir tendance à, si vous voulez, l'analyser comme une sorte de pathologie. Philippe Solers parle du masochisme de la princesse de Clèves. Faut-il être en effet masochiste pour refuser le bonheur? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. À quoi renonce-t-elle en fait? Et justement, c'est la vraie question. Ce n'est pas un renoncement fanatique ni névrotique. Elle ne condamne pas le péché de la chair, pas du tout. Elle renonce parce que, dit-elle, le duc de Nemours est voué à trahir sa promesse. Il l'aime aujourd'hui, demain, il ne l'aimera plus. C'est comme ça. Et elle ne se résout pas à la finitude de l'amour. Si l'amour ne peut pas être à la hauteur de ses propres promesses, alors l'amour ne vaut pas la peine d'être vécu. C'était, évidemment, la théorie là, de l'existence de Madame de Lafayette. Elle a eu cette phrase, si vous voulez, ce soupir, Madame de Lafayette, tout à fait extraordinaire. C'est assez que d'être. Être suffit. C'est pas la peine d'ajouter en plus les tourments de l'amour. D'où d'ailleurs l'objection très fine de Claude Habib à l'attitude de la princesse de Clèves. Elle dit, Claude Habib, que Madame de Lafayette lui a en quelque sorte soufflé à l'oreille sa sagesse de femme mûre. Mais elle a 18 ans, elle a 20 ans. Elle ne peut pas, à 20 ans, pousser ce cri. C'est assez que d'être. C'est un cri, c'est un comportement, non pas préalable à l'amour, mais peut-être postérieur à une expérience ou une déception amoureuse. Oui, l'objection mérite d'être retenue. Reste que Madame de Clèves nous lègue quelque chose. Et que, aujourd'hui, ceux-là même
qui s'indignent, ou en tout cas qui s'irritent de son comportement, sont en fait d'accord avec elle. Oui, disent-ils, l'amour est éphémère, et alors, prenons notre plaisir là où il est. Aimons tant que nous pouvons aimer. Mais alors là, on a envie de dire que l'intransigeance de Madame de Clèves vaut la peine d'être entendue. Car sa question est celle-ci. Que vaut l'amour si l'amour est voué lui-même à mentir? Voilà la question qu'elle voulait. Et c'est une question, je crois, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Est-ce qu'il y a, dans l'attitude de la princesse de Clèves, cette idée que, au fond, céder à cet amour avec Monsieur de Nemours, qui presque mathématiquement serait trahison au sens de trahison lui-même de sa propre promesse, céder à cela, c'est tuer au fond la seule chose qui fait la pérennité de l'amour et qui est le désir, et que, cet amour vécu de cette manière-là tuerait automatiquement le désir. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans La princesse de Clèves? Non, je ne sais pas si on peut aller aussi loin, mais sans doute La princesse de Clèves est un livre très pudique, mais oui, ce que veut dire la princesse de Clèves, c'est que l'amour est indexé sur le désir. C'est le désir qui dicte cette promesse, je t'aimerai toujours, mais le désir, lui, et notamment sans doute pense-t-elle le désir masculin, est voué à l'usure. Donc il ne pourra pas tenir cette promesse. Je crois que c'est ça que dit le livre. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est de vous rappeler que ce livre a plusieurs reprises agacé, ulcéré ses lecteurs à l'époque. La scène dont nous parlons, mais également une scène bien avant où Madame de Clèves avoue à son mari qu'elle en a un autre, qui à l'époque paraissait totalement incongru. Et ce livre faisait scandale à l'époque et d'une certaine manière le fait toujours scandale aujourd'hui. Oui, bien sûr, sauf que le scandale s'est déplacé. À l'époque, c'est l'aveu de la princesse de Clèves à son mari qui a suscité une discussion très intense, une discussion au demeurant passionnante. La princesse de Clèves sent qu'elle est irrésistiblement attirée par Monsieur de Nemours. Elle veut être fidèle à Monsieur de Clèves. Celui-ci l'aime d'un amour très sincère, et elle se dit, comment vais-je faire pour ne pas le trahir? L'expédient qu'elle choisit est extraordinaire. Elle se dit, je vais lui avouer cet amour, à ce moment-là je me remets entre ses mains, il pourra m'éloigner de la cour, comprendre que je veuille en être éloigné, et par cet aveu je me protégerai moi-même. Ni vraisemblable, ni acceptable. Voilà le diagnostic de la plupart des lecteurs. Bussy Rabutin a parlé d'un aveu extravagant. Mais ça a suscité une discussion très vaste dans une revue qui s'appelait le Mercure galant. Car la galanterie était, à l'époque, un sujet d'intérêt général. L'âge classique, et c'est Claude Habib qui le dit dans son livre Galanterie française, ne s'appelait pas l'âge classique, mais il s'appelait l'âge galant. C'était l'âge où on parlait publiquement d'amour. Donc dans le Mercure galant, eh bien, une discussion a lieu, se déploie sur cet aveu. Certains le comprennent, d'autres le contestent, et Fontenelle, sous le pseudonyme du géomètre de Guyenne,
dit l'enthousiasme qui est le sien pour le roman et sa compréhension pour la scène. Mais pour la plupart des lecteurs de l'époque, cette scène ne passait pas. Aujourd'hui, elle passe parce que pour nous, la vraisemblance n'est plus perçue de la même façon. D'abord, aujourd'hui, nous faisons de la sincérité la valeur suprême, et ensuite, ce qui nous importe avant toute chose, c'est la qualité de l'analyse psychologique. Mais le scandale s'est déplacé. Et aujourd'hui, ce qui fait scandale, c'est ce refus, ce renoncement, ce sacrifice final, cette absurdité. Voilà. Elle invoque son devoir. Quel devoir, lui dit M. de Nemours? Un fantôme de devoir? Non. Le devoir vis-à-vis d'un fantôme obsédant, ça aussi c'est un très beau moment. Monsieur de Clèves est mort. Mais dans quelles conditions est-il mort? Il a compris que Monsieur de Nemours et Madame de Clèves s'étaient revus. Il a cru que quelque chose s'était consommé entre eux. Il en est tombé malade. Il est mort de chagrin. Mais avant de mourir, il dit à Madame de Clèves, je vais disparaître. Et avec moi, un obstacle va disparaître. Rien ne va plus vous séparer de Monsieur de Nemours. C'est un testament terrible. Si elle épouse Monsieur de Nemours, elle lui donne raison. Si elle lui donne raison, elle fait de sa mort une aubaine, un événement providentiel. Ce serait s'avilir à ses propres yeux que d'agir ainsi, et ce serait une très mauvaise manière, si je puis dire, faite à Monsieur de Clèves. Donc, elle refuse d'épouser M. de Nemours, précisément, par fidélité. Et aussi, pour les raisons qu'on a dites, parce qu'elle doute, non de l'amour actuel de M. de Nemours, mais du devenir de cet amour. Et cela, notre époque a beaucoup de mal à le comprendre. Alors, vous avez fait référence tout à l'heure à l'événement qui a mis la princesse de Clèves sous les feux de la rampe, qui en a fait un best-seller inattendu. Un mot quand même là-dessus, ce sont en effet les déclarations pour le moins intempestives du président de la République, qui s'est étonné à plusieurs reprises de voir la princesse de Clèves au programme d'un certain nombre de concours administratifs. Il fallait être un sadique ou un imbécile, a-t-il dit, notamment. Et à ce moment-là, le sang d'un certain nombre de professeurs n'a fait qu'un tour. Ils se sont indignés tous les jours, et ils se sont mobilisés. Et on a vu surgir un badge au Salon du Livre. Je lis la princesse de Clèves. Porté par des tas de gens qui ne l'avaient jamais lu d'ailleurs. Oui, mais j'imagine que les gens ont voulu le lire et que vous l'avez particulièrement bien vendu, notamment à la procure. En tout cas, les éditions de poche sont reparues chez Garnier Flammarion avec une préface pugnace de Marie Dariussec. Très bien, très bien, très bien. Mais enfin, ce n'est quand même pas parce que le président de la République s'attaque à la princesse de Clèves que la princesse de Clèves devient pour autant un roman citoyen. Mais enfin, après tout, mais mon objection va plus loin. Parce que, à la même époque où le président faisait ses sorties, eh bien, le ministre de la fonction publique, André Santini, choisissait de supprimer carrément les épreuves de concours de culture générale d'un certain nombre de concours administratifs. Et il le faisait au nom de critères égalitaires. Il n'invoquait pas les vertus d'une formation professionnalisante. Il disait ces épreuves de culture générale favorisent les héritiers. Ça, c'est le mot repoussoir aujourd'hui.
Dieu, des héritiers, vous vous rendez compte? Et les héritiers, ce sont ceux qui ont l'école. Et il disait qu'il s'inscrivait dans la lignée du travail de la halle. Il radicalisait le travail de la halle. Et il a été félicité, notamment par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui a dit, mais c'est très bien, grâce à ce genre de mesures, nous allons vers une meilleure représentation de la diversité dans la fonction publique. La culture générale est donc jugée attentatoire aujourd'hui en France à l'égalité et à la diversité. Et là, personne n'y a rien trouvé à redire. Et c'est beaucoup plus grave qu'une déclaration du président de la République. Ou en tout cas, ça va exactement dans le même sens. Donc, malheureusement, je ne suis pas sûr que la culture générale soit aujourd'hui vraiment bien défendue par les porteurs du badge « Je lis la princesse de Clèves ». Merci pour cette précision qui était fort utile. Nous passons, nous quittons à regret la princesse de Clèves pour passer, si vous voulez bien, à quelques instants sur Bergman. Voilà, Bergman, immense génie du cinéma, tout le monde le sait, mais aussi très bel écrivain. Vous parlez donc dans votre livre des meilleures intentions. Et alors là, nous sommes vraiment au cœur d'une interrogation sur la durée de l'amour, avec cette double question: comment l'amour peut-il durer lorsque, partant sur un projet d'engagement amoureux, il bute immédiatement, puisque c'est au moment où l'on choisit les modalités du mariage, sur deux égos très authentiques, au fond, l'un et l'autre, qui se retrouvent en but à quelque chose qui va virer à la haine, et en tout cas avec des mots violents. Et donc, comment cet amour peut-il durer dans ces conditions, et quelle forme cet amour va-t-il prendre, puisqu'il ne va pas, ils ne vont pas se séparer, hein. Henrik et Anna ne vont pas se séparer, ils auraient pu, à cette première dispute. Quelle transformation va-t-il subir dans l'épreuve finalement de la vie commune? Alors, oui, j'ai choisi les meilleures intentions de Bergman. Alors d'abord, un mot quand même sur cette œuvre très difficile à classer. C'est un film, mais ce n'est pas un film de Bergman. C'est ça qu'il faut d'abord savoir. C'est un film de Bill Auguste qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1992. Et ce n'est pas un très grand film. C'est quand même un film intéressant qui n'existe pas aujourd'hui, parce que j'ai voulu le revoir, et il n'existe pas en DVD, il existe en cassette et uniquement en français, en version française. Donc, c'est pas, si vous voulez, un moment particulièrement enthousiasmant que de voir ce film sur cassette en version française. Et c'est un film un peu besogneux, académique, fait par un bon cinéaste, sans doute écrasé par l'ombre du grand Bergman, qui était encore en activité, qui juste n'a pas voulu tourner le film. Mais c'est aussi un livre peu connu, à ma grande surprise, parce qu'il existe en poche. On peut le trouver, il est publié en folio, et c'est un scénario, mais c'est beaucoup plus qu'un scénario, donc il faut le qualifier de roman. C'est un des très grands romans de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un livre exceptionnel, un livre absolument magnifique, où Bergman se permet toutes les libertés. Ce scénario, il ne va pas le tourner. Et en même temps, donc, il décrit, il livre les dialogues, il décrit les scènes, mais il se promène aussi, parce qu'il a la liberté du romancier, dans l'intériorité de ses personnages. Donc c'est si vous voulez, c'est un texte extraordinaire, parce que Bergman cumule l'acuité du dialoguiste, la vision du cinéaste et la liberté du romancier.
Et l'émerveillement vient aussi du fait que Bergman nous parle de ses parents. Et comme aucun fils ne l'a fait avant lui. Parce que quand des enfants parlent de leurs parents, eh bien, c'est d'eux qu'ils parlent aussi. C'est voilà, de la difficulté qui a été la leur d'échapper au cercle familial, au triangle oedipien. Bergman fait tout autre chose. Il ne raconte pas la façon dont il s'est libéré de l'emprise paternelle ou maternelle. Il libère ses parents de lui-même. Ils sont là, mais, si vous voulez, totalement indépendants. Il s'est passionné pour leur histoire d'amour, pour une vie antérieure à la sienne, une vie où il n'était pas là, et alors même qu'il avait eu à souffrir des scènes continuelles qu'il se faisait, qu'il avait eu à souffrir aussi de l'extraordinaire autoritarisme, de la tyrannie du père, tout d'un coup, il nous présente deux jeunes gens séduisants et éperdument amoureux l'un de l'autre. Et c'est un cas unique. On vous raconte comment on s'est libéré de ses parents, mais justement, dans cette espèce de fascination oedipienne, on ne vous raconte jamais d'histoire où, enfin, on ne réussit jamais à libérer ses propres parents de soi-même. Et c'est l'exploit que réussit Bergman dans ce livre. Et moi, c'est ça qui m'a d'abord absolument fasciné. J'avais lu d'autres textes de Bergman, j'avais lu notamment ses romans familiaux. Et par exemple, j'avais vu Fanny et Alexandre, où il peignait son père sous les traits d'un beau-père absolument terrifiant, qu'il finissait d'ailleurs par mettre à mort. Nous étions dans l'univers du fantasme. Et là, tout d'un coup, ce père est un homme fragile, ombrageux, séduisant et amoureux. Cette capacité qu'a eu Bergman de s'oublier lui-même pour relater cet amour est, si vous voulez, une prouesse romanesque absolument stupéfiante. Mais bien sûr, cet amour tourne mal pour des raisons intrinsèques à l'amour. Il n'y a pas de raison extérieure. Certes, il rencontre des obstacles, mais ces obstacles, il les surmonte tous, tellement ils sont attirés l'un par l'autre. La mère de... c'est une mésalliance, si vous voulez. Nous sommes encore dans un monde bourgeois. Le Henrik Bergman, le père, est pauvre. Eux sont des bourgeois aisés. Donc, la mère veut mettre le voilà, mais aussi pour de bonnes raisons. Elle voit qu'il y a que Henrik Bergman est un homme très ombrageux et elle pense que sa fille sera malheureuse. Mais elle échoue dans son entreprise. Et quelque chose fait que Henrik Bergman détruit lui-même l'amour qui le porte vers Anna. Et c'est cette autodestruction que raconte le livre et que j'ai essayé de relater moi-même parce qu'elle est absolument déchirante. C'est un homme meurtri, Henrik Bergman. Il a été répudié par son
grand-père, quand son père a quitté sa mère, il n'a jamais voulu pardonner et il vit, si vous voulez, dans une sorte de ressentiment perpétuel. Et lui, qui prêche, parce qu'il est pasteur, la grâce et le pardon, il est incapable de pardon et il ne peut donc connaître la grâce de l'amour. Et ça, on retrouve évidemment, je crois, derrière toutes les obsessions de Bergman et la manière dont il a tourné pendant toute son œuvre de cinéaste autour des thèmes du christianisme, dont il a vécu les contradictions incarnées par son père. Alors, je voudrais que ceux qui sont venus aient le temps de vous poser quelques questions, mais j'aimerais vous en poser une sur Kundera, si vous voulez bien, qui, me semble-t-il, c'est un des points majeurs que vous soulignez, évoque au fond, dans cette religion de l'amour, cet échec qui, pourrait-on dire, est le fait chez nous autres modernes de trop aimer l'amour, d'aimer l'amour pour l'amour, peut-être même, pourrait-on dire, pour son abstraction ou pour son idée, avant tout, et de passer peut-être à côté de ce qu'est véritablement l'amour, donc dans la relation avec l'autre. Mais c'est-à-dire que Kundera est un écrivain très paradoxal. Il poursuit tout au long de son œuvre une critique implacable du romantisme. Et dans le romantisme, il y a en effet poussé à l'extrême l'amour de l'amour, qui est le péché mignon d'une civilisation, la nôtre, qui a placé l'amour au cœur de son système, en quelque sorte. Et Kundera, à première vue, prend parti contre le romantisme pour le libertinage. Il est présenté, il se présente lui-même comme un écrivain libertin qui a choisi la France pour son XVIIIe siècle. Au fond, il est venu dans le pays de Diderot, auquel il a consacré des pages, et il a écrit une pièce qui est une variation sur Jacques le Fataliste. Jacques est son maître, et La Lenteur, un de ses romans, est un commentaire romanesque de Point de lendemain de Vivant de Nom. Il s'enracine dans le XVIIIe siècle français, le siècle de l'hédonisme, le siècle de l'érotisme, le siècle de la légèreté. Et en même temps, Kundera a écrit avec l'insoutenable légèreté de l'être l'un des plus grands romans d'amour du XXe siècle, et il a poussé extrêmement loin la réflexion sur l'amour. Il est à la fois le romancier du libertinage et l'explorateur, si j'ose dire, de la fidélité infinie. Fidélité de Tamina dans le livre des rires et de l'oubli, à son mari défunt. La mort, dit Kundera, ne met pas un terme à l'amour. Et Tamina, elle a vu la mort lui prendre son mari, et elle ne peut pas
se résoudre à faire ce qu'on appelle depuis Freud le travail du deuil, ou comme on dit plus couramment, à faire son deuil. Hein? Faire son deuil, c'est-à-dire retirer de l'objet aimé la libido pour investir celle-ci sur le monde vivant. Non, au contraire. Elle veut le garder en mémoire, et comme son image pâlit, s'efface, elle veut tout faire pour qu'on lui rapporte ses carnets et ses journaux intimes laissés à Prague, alors qu'elle vit dans une province de l'ouest de l'Europe, comme dit Kundera, dans une ville de province de l'ouest de l'Europe. Et elle s'adresse donc à des amis et des connaissances, et malheureusement, elle ne retrouvera jamais ses lettres. Mais on retrouve la même situation avec Joseph, personnage de l'ignorance, qui revient à Prague après la chute du mur, qui a une aventure à Prague, et qui revient au Danemark, où repose sa femme morte, parce que il est attiré vers elle par une fidélité déraisonnable, une invincible compassion. Elle est morte, ça veut dire qu'elle n'a plus que lui. Et dans les Testaments trahis, j'ai trouvé cette phrase tout à fait extraordinaire de Kundera: tout simplement, un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire je l'ai aimé, non, je l'aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui, au temps passé, cela veut dire que celui qui est mort est. Celui qui est mort est. C'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de poser quelques questions. On a encore une dizaine de minutes, si vous voulez bien. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On n'a pas tous les jours à l'invité du Croc dans la librairie. Ce serait dommage qu'il n'y ait que moi qui lui pose des questions. D'abord, il va se lasser. C'est toujours la première qui est la plus dure, mais je vous promets, vous aurez une procure d'honneur si vous me posez la première question. Oui. On va faire une fois, je vous explique après. Non? Vous voulez pas? Ah, merci monsieur. Citoyen de la procure d'honneur. Il n'y a pas, me semble-t-il, dans ce que vous avez dit, une distance énorme entre une référence que vous avez, qui est celle de Lévinas, qui est, effectivement semble mettre, alors je ne sais pas si on peut dire l'amour ou l'éthique, ou c'est la même chose, je ne sais pas, peut-être si c'est la même chose, dans l'altérité, et plus l'altérité à la limite, et l'altérité, plus l'autre est l'autre, plus, semble-t-il, Lévinas investit ce domaine-là. Alors, quel est cet autre dans les personnages, enfin les romanciers que vous avez choisis? Est-ce qu'on retrouve cette figure? Voilà. Est-ce que quelque part il y a du Lévinas d'une certaine façon dans les différents personnages que vous avez, les romanciers que vous avez choisis? Je ne sais pas si je peux répondre tout à fait à cette question. Disons que dans l'œuvre de Kundera, j'ai cru découvrir la présence tout à fait inattendue et tout à fait paradoxale, sinon de l'amour lévinassien, du moins d'agapé. Il y a une forme d'agapé puisque
Thomas tombe amoureux de Teresa, un amour qui effectivement est indestructible parce qu'il prend la forme tout à fait inattendue pour lui de la compassion. Il souffre avec elle. Et une longue interrogation justement sur la signification de cet amour. Tout d'un coup, agapé, une forme d'agapé, vient se loger dans Eros. Et cet amour, précisément parce qu'il est l'amour de la fragilité, est lui-même indestructible. Parce que la fragilité de Teresa ne disparaîtra pas. Et qu'est-ce que sera que sa disparition, sinon le comble de la fragilité, en quelque sorte. Donc, il y a toute une exploration de ce paradoxe-là dans l'œuvre de Kundera. Alors peut-être que par ce biais, on peut retrouver quelque chose de l'amour lévinacien. Merci. Monsieur. Oui. Et en vous écoutant au sujet de la durée de l'amour, plus précisément au sujet de la princesse de Clèves, il m'est venu à l'idée que vous auriez pu, c'est pas une suggestion ni un reproche, mais ajouter une œuvre qui me paraît illustrer parfaitement ça, c'est le Lys dans la vallée de Madame de Morcerf. Si ce n'est que la situation est inversée, ce n'est pas M. de Clèves qui meurt, ce n'est pas M. de Morcerf, c'est Madame de Morcerf, c'est-à-dire la princesse de Clèves. Oui, vous avez raison. J'avais d'ailleurs relu il y a peu le Lys dans la vallée, mais il y a, si vous voulez, dans le renoncement de Madame de Morcerf, tout un aspect métaphysique auquel je reste moi-même un peu étranger. J'admire ce roman, mais l'opposition qui le fonde du charnel et du spirituel ne me convainc pas. Voilà, donc c'est sans doute la raison pour laquelle, enfin il y en a d'autres, mais voilà, spontanément, je l'écarte plutôt. Ce qui m'a paru très fort dans La princesse de Clèves, c'est qu'elle invoque d'autres raisons. Elle ne parle jamais d'une supériorité de l'amour spirituel sur l'amour charnel. Ce qu'elle reproche à l'amour, c'est son caractère éphémère. Donc l'incapacité où il est de tenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses propres promesses, ce qui est tout autre chose. Merci. Et il y a la place pour une dernière question. Alors, ici, madame, pour conclure. Oui, je n'ai pas encore lu votre livre, Monsieur Finkielkraut, mais d'après ce que vous venez de dire, je pense, enfin, vous traitez de personnages de fiction. Est-ce que l'idée que vous vous faites donc de l'amour, si l'amour durait, en avez-vous des représentations soit dans des personnages existants historiques ou actuels? Est-ce que dans la vraie vie, vous pensez que l'amour dure? Merci. Alors voilà une question. Ah, puis en plus, c'est la question de la fin, donc la chute est risquée. Oui, c'est une question très difficile. Ses parents, non.
qu'il y a eu des raisons personnelles à qui m'ont poussé à écrire ce livre et à me poser cette question de l'amour durable. Nous sommes, comment dire, nous sommes dans une situation très paradoxale parce que notre vie commence au fond sous les auspices d'un certain désenchantement. Nous baignons d'entrée de jeu dans le scepticisme. Nous aimons, bien sûr, et nous aimons aimer, mais très vite, très tôt, tout de suite, quelque chose nous dit ça durera ce que ça durera, mais sans doute cela ne durera pas toujours. Nous sommes, en entrant dans la vie, convaincus qu'amour ne rime pas avec toujours. Donc, c'est assez curieux, parce qu'on pense toujours que le désenchantement est le résultat de l'expérience. Or, voici que notre expérience s'ouvre dans un certain désenchantement. Et personnellement, je n'ai pas fait exception à la règle, mais ma vie s'est déroulée d'une manière très étrange. Je ne suis pas passé du désenchantement, de l'enchantement au désenchantement, mais c'est mon désenchantement lui-même qui a été trompé par mon expérience. J'ai eu droit à cette durée, alors même que je la croyais impossible. Alors peut-être me suis-je intéressé à cette question fort de cette expérience, sans doute, et en même temps, je n'ai pas trouvé dans les livres de confirmation à ma propre expérience, car je n'aime pas comme Thomas aime Teresa. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire ce livre, et en même temps, les livres dont je parle ne parlent pas de moi. Alain Finkielkraut, merci. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces paroles très personnelles. Merci beaucoup de nous avoir dit ça. Et vous allez maintenant pouvoir signer votre livre, et également, ceux qui veulent acheter et faire signer des livres antérieurs d'Alain Finkielkraut, n'hésitez pas, en essayant de ne pas prendre trop de temps. Voilà, de ne pas nous prendre trop de temps, s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pour un Jeudi de la Procure que nous attendons avec impatience, parce qu'il s'agit d'un des romans de la rentrée que nous aimons le plus. Nous recevrons Delphine de Vigan pour Rien ne s'oppose à la nuit. Voilà, c'est le coup de cœur, je crois que c'est notre coup de cœur à tous, dans les romans de la rentrée, et on est très heureux qu'elle soit avec nous en 15 jours. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci en tout cas pour votre présence parmi nous.